Salut à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo partie 2 de la Tenlog TLD3 Pro. Alors ça fait un petit moment que je vous l'ai prévu et que je devais la faire. Alors en fait j'en avais fait une première version qui m'a pas plu parce qu'en fait j'avais pas assez de print. Alors du coup j'ai refait pas mal d'objets. J'ai voulu faire des objets assez conséquents comme vous voyez par rapport à, enfin, par exemple la fusée de Tintin. J'ai aussi fait des objets pour R2D2. Il y a beaucoup de choses que j'ai modélisées, que j'avais fait des prototypes qui m'ont pas plu, que j'ai il y a des pièces qui ont été cassées, enfin je veux dire, c'était des prototypes que je devais mettre à l'épreuve, donc du coup il y a des choses qui sont pas là. J'ai fait énormément de choses avec la Tenlog, il y a des modes qui m'ont vraiment servi, genre le mode clone, le mode miroir, que je vais vous reparler après, hein, je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'ai pas mal de choses à vous parler sur la machine dans la partie 2. Il va y avoir des réglages que je vais vous montrer sur Cura, hein, comment on va procéder pour lancer des prints, enfin pour créer des fichiers justement, pour faire du clonage et tout ça, parce qu'il y a des petites manips à prendre et enfin, je veux dire, il y a des choses à comprendre quoi. Il y aura aussi le dual color que j'ai fait plusieurs pièces, j'ai fait la fusée de Tintin, du coup vous voyez, j'ai fait d'autres petits objets en dual color, c'est vraiment, enfin franchement l'IDEX, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. J'ai une imprimante mix que j'ai derrière, là, enfin il y en a deux, j'ai la U20 mix et la D12, en imprimante mix dual color, franchement, l'IDEX, ça n'a rien à voir, c'est complètement un autre monde, c'est super. Franchement, c'est super. Il n'y a pas que le fait qu'on peut faire du dual color, il y a aussi le fait qu'on peut faire du clonage, on peut faire du mode miroir. Sur l'IDEX, c'est juste parfait, c'est juste super. Après, il y a des petites choses à prendre enfin, des petites choses à prendre en compte et des manips à savoir faire après. Mais franchement, quelqu'un qui veut faire du dual color, moi je lui conseillerais pas une imprimante mix, je lui conseillerais directement une IDEX parce que c'est vachement plus simple à faire. Franchement, l'IDEX, c'est. Enfin, j'ai obtenu des choses, je vais vous montrer les objets de toute façon après. Franchement, un Benchibot aussi propre avec une mix, avec du noir et du blanc, vous allez en chier, vous allez devoir faire des tours de purge et tout, il va y avoir tout un tas de choses à faire. Là, la tour de purge, en fait, j'en fais juste une, c'est juste pour réamorcer les buses à chaque passage de couleur. Mais en gros, au lieu de gaspiller, enfin sur une imprimante mix, par exemple, pour un objet d'une certaine taille, on va pratiquement avoir le même poids dans la tour de purge que l'objet, et des fois même plus que l'objet, tellement que ça doit purger de la couleur et tout. Là, sur l'IDEX, la tour de purge, en fait, c'est juste quelques grammes, juste le temps qu'en fait, quand il y a une buse qui attend, pendant que l'autre est en train d'imprimer, il y a un peu de plastique qui coule. En gros, vous allez ramorcer 2-3 mm. Mais quand je dis 2-3 mm, c'est que dalle. Et ça permet également d'éviter d'avoir un petit caca sur le bout de la buse, il va venir se déposer sur la tour de purge comme ça dès que le deuxième extrudeur attaque. Bah en fait c'est propre. C'est propre et en fait ça vous fait des impressions mais vraiment clean. Et franchement vous allez voir la fusée de Tintin, je vais vous la montrer de près de toute façon. Vous allez voir que franchement cette imprimante m'a convaincu. Franchement je suis emballé à 100% pour... enfin, franchement cette machine là, la Tenlog TLD3 Pro pour moi c'est l'imprimante 30 par 30 à avoir aujourd'hui si on veut faire du dual color, et même en mono, franchement, c'est. Enfin, je veux dire, j'ai fait des pièces en mono. De toute façon, enfin, je veux dire, c'est une imprimante qui permet de faire du mono, mais le mode clone, tout de suite, ça va vous apporter un truc, mais énorme. En fait, ça vous permet de faire deux fois les mêmes pièces en même temps. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez faire les deux pièces identiques, côte à côte, en mode clone, et ces deux pièces vont s'imprimer exactement en même temps. Ce qui veut dire que si celle-là met 15 heures, eh ben celle-là va mettre 15 heures en même temps. En fait, on aura 15 heures, on aura deux pièces, et non pas 30 heures. Ou si on a deux imprimantes. Mais après, je veux dire, imaginez une ferme d'imprimantes IDEX. Franchement, vous multipliez votre temps de travail, de production, mais c'est énorme. Surtout que la Tenlog TLD3 Pro, c'est la série, enfin c'est une machine parmi tant d'autres. Parce qu'en fait, il y a la TLD3, il y a la TLD2. Alors la TLD2 s'appelle pas comme ça, c'est. Alors je sais plus comment ça s'appelle, la petite sœur, enfin c'est la version 23 par 23. Là, par contre, le mode clone va avoir un impact un peu plus réduit parce qu'en fait, on va avoir le plateau qui va être divisé par deux. Sur du 23, c'est pas très intéressant. Sur du 30, c'est pas mal parce qu'on a deux fois à peu près 12 cm, presque 15. Parce qu'il faut prendre en compte que les. Enfin, en mode miroir, vous l'avez. Enfin, en mode clone, vous l'avez parce que les deux bus bougent comme ça. Ce qui fait que ça évite que vos bus se tapent l'une dans l'autre. Par contre, si vous êtes en mode miroir, justement, ce que je vous disais, en fait, vous allez prendre en compte aussi la largeur des deux bus, elles ne peuvent pas venir se taper l'une à l'autre. Donc du coup, il faut prendre en compte une ligne à peu près de démarcation enfin, au milieu du plateau, comme vous faites du mode miroir. En mode clone, ça risque pas, parce que ça se déplace comme ça, donc les deux ne peuvent pas se rencontrer. Donc là, on peut vraiment prendre le potentiel des, allez, on va dire quasiment 15 cm, parce que le plateau fait pas tout à fait 30, il fait 32. Donc on a vraiment les 15 par 15, et après en profondeur, on a vraiment les 30. Et on peut monter également, alors elle, sur celle-ci, on peut monter jusqu'à 32 en hauteur. Ils disent 35, mais j'ai testé, et franchement, la fusée de Tintin,
Le deuxième morceau, là, j'étais à 32 et j'étais vraiment à ras en fait, parce que les câbles, ils commençaient à venir toucher les bobines et tout, et en fait, après on peut déplacer les portes-bobines, mais franchement, c'est limite. Franchement, je vous conseille pas d'aller à la hauteur maximum. Après, ça serait possible d'augmenter la taille de cette machine-là, en fait, en montant les profils. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait. Je pense qu'ils l'ont fait, c'est juste à cause de la longueur des câbles là qu'ils ont utilisé. On aurait pu monter plus haut si on mettait les câbles en dessous avec des petits supports, en fait, des petits, comment dire, il y a des petits câbles, hein, je sais pas, vous avez des petits porte-clés là qui se tirent un peu. J'en ai vu des trucs comme ça sur la D9, c'est fait comme ça en fait. Les câbles sont tenus par ça, du coup ils pendent ici. Du coup on pourrait gagner en hauteur et franchement en mettant deux profilés de, je sais pas, par exemple 50, on pourrait monter. Et comme le firmware, le Marlin, il est open source, c'est-à-dire qu'on peut le modifier. On peut changer les valeurs et tout, régler des choses, et dedans on pourrait mettre des profilés plus hauts. Si on veut faire une Tenlog TL3 version un peu plus haute, on pourrait monter. Moi je pense qu'on pourrait facilement monter. Ah, bon, après il faut changer les tiges. Derrière les tiges trapézoïdales, il faut les changer également, hein. Il faut monter des 55 si vous mettez un truc de 50. Et franchement, il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec cette machine-là. Après, comme je vous disais, il y a la petite sœur, mais il y a aussi la grande sœur, et il y en a une encore plus grosse, je crois. Ils ont la TLD5, alors c'est-à-dire c'était une 50 par 50 par 60 de haut. Là, vous avez un impact énorme sur le mode miroir et le mode clone, parce que vous avez deux plateaux de 25 et en 60, c'est 60 de haut par 50 de profondeur. Imaginez le potentiel. Il y a des pièces que j'ai fait pour R2D2, là, des jambes. Sur la TLD5, je peux faire les deux jambes en même temps. Et deux jambes, enfin une jambe de R2D2, c'est à peu près 3-4 jours d'impression. Donc imaginez 3-4 jours d'impression, vous faites deux pièces identiques. Sur une TLD5, ça serait énorme, je pense. Donc c'est pour ça que je vous dis, toute la série des TLD, enfin les TLD, de toute façon, toutes les séries, c'est vraiment des machines avec un potentiel énorme. Alors après, maintenant, je vais vous parler des points positifs et est-ce qu'il y a des points négatifs. Alors les points négatifs, je vais vous en parler vite fait parce qu'il n'y en a pas énormément au final de cette machine-là. Le plus gros point négatif au final, qui est corrigé en même temps quand la machine s'arrête, c'est le bruit des ventilateurs. Mais ça, les ventilateurs, vous le savez, ça se change. Vous pouvez changer, vous pouvez trouver des ventilateurs sur internet, hein, en 24 volts, silencieux, vous pouvez les remplacer. Mais après, cette machine-là, dès qu'elle a fini d'imprimer, ce qui est bien, c'est qu'elle s'arrête. Vous avez la possibilité de carrément éteindre la machine, elle s'éteint automatiquement. Il y a un arrêt automatique, je vais vous montrer sur l'écran. Il y a l'arrêt automatique qui permet, de toute façon, même quand la machine est allumée, tous les ventilateurs s'arrêtent. En fait, tant que vous ne vous servez pas de la machine, elle est en veille, l'écran est allumé, mais tout est éteint. En fait, il n'y a pas de ventilation qui tourne, ni quoi que ce soit. Ce qui veut dire que si vous ne vous en servez pas, la machine, elle est là dans votre pièce et elle ne vous gêne pas. Et vous avez besoin de lancer un print ou quoi que ce soit, vous n'avez plus qu'à le balancer et mettre play, et puis hop, c'est parti quoi. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Après, le bruit, bon, moi, après, comme je vous dis souvent, je suis dans l'atelier, ça me gêne pas. Il y en a certains qui vont me dire, oui, par contre, on n'est pas tous dans un atelier, donc le bruit, ça peut nous intéresser, voilà. Donc, comme je vous disais, on est quand même en TMC 2208, ce qui fait que quand elle imprime, elle fait pas énormément de bruit, à part la ventilation. Mais ça, malheureusement, toutes les imprimantes aujourd'hui, bah, ils ont beau mettre des TMC, ça corrige pas le bruit des ventilateurs. Alors après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme point à relever dessus? Alors, j'avais eu un petit truc la dernière fois, c'était une coupure de courant. Alors, la coupure de courant, je vais vous montrer, il y a un truc super dessus cette machine-là, en fait, c'est la reprise d'impression à une hauteur Z choisie. C'est pas comme sur les autres imprimantes où on va faire reprise d'impression après une coupure de courant. Là, c'est pas pareil, parce qu'en fait, la dernière fois, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 4 coupures de courant à la suite, en fait, parce qu'il y avait une tempête dehors, ou je sais pas ce qui se passait. Et dans ce village, dès qu'il y a une tempête qui pleut trop fort, bah, ça coupe tout, ça arrête pas de couper, ça revenait, ça recoupait. Le problème, c'est que l'imprimante 3D, elle sait reprendre après une coupure de courant après une seule coupure de courant. S'il y en a 50 à la suite, c'est mort votre fichier, et ben, techniquement sur une autre imprimante, ça serait poubelle. Vous ne pourrez pas le reprendre, ou alors il faudrait faire des mesures dans le trancheur et tout le merdier et tout. Là, l'imprimante, je vais vous montrer, elle a un mode qui est super, c'est la reprise d'impression à une hauteur Z choisie. Alors c'est-à-dire qu'en gros, ça peut même servir à d'autres périodes, en fait, si vous faites des pauses ou des trucs comme ça, ou même si votre fichier, vous avez prévu de l'arrêter, d'intégrer quelque chose et autres. Et en fait, je l'ai testé ce mode sur cette pièce-là. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la coupure de courant, j'étais en train d'imprimer ces deux pièces en mode miroir. Et en fait, ce qui s'est passé, bah, c'est que ça me les a coupées. Enfin, ça m'a fait une marque. Et en fait, cette marque-là, ça, c'est moi qui ai mal utilisé le mode reprise à hauteur Z, parce que je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais ça, je vais vous en reparler juste après. C'est super. En fait, vous rentrez une valeur, vous rentrez votre hauteur à laquelle ça s'était arrêté, vous rentrez le STL que vous voulez choisir. En fait, sur la carte SD, vous avez le G-code, vous choisissez votre G-code et ça va se démarrer à la hauteur où c'était la dernière couche. Le truc, c'est que quand vous mettez une hauteur, ça démarre à la couche précédente. Ce qui fait que ça, je ne le savais pas la première fois que je m'en suis servi. Et du coup, bah,
Ça a un peu écrasé la couche du dessous avant d'attaquer la suivante. Mais ça a quand même bien marché, ça a quand même repris. Bon, ça m'a fait une ligne du coup parce que ça a bavé sur la couche du dessous. Ce qui est bien, c'est qu'elle s'est pas bouchée par contre, parce que certaines machines se seraient bouchées à ce niveau-là. Parce que du coup, ça aurait imprimé, ça aurait réinjecté du plastique dans la puce, ça aurait bouché. Mais du coup, ce mode-là, il faut bien penser que quand vous mesurez, vous mettez la couche juste après. Comme ça, bah, ça imprime nickel et c'est bien parti, quoi. Voilà. Donc après, en fait, cette hauteur de couche-là va dépendre aussi également de comment est tranché votre fichier. Si vous êtes en 0,25 par exemple, ça va tomber sur la couche qui va se caler le plus ou moins entre cette valeur-là, quoi. Ça sera après, vous pourrez aller voir aussi sur votre G-code et puis voir à peu près à quelle hauteur de couche ça correspond en mesurant tout ça. Parce qu'en fait, quand vous faites des couches, vous savez que quand vous êtes en première couche, vous êtes en 0,25 par exemple sur la première couche, et après vous êtes en 0,2. Bah, il faut prendre en compte que quand vous êtes à la couche 500 et quelques, il faut enlever quand même le 0,25 de la première pour calculer les autres qui seront en 0,2. C'est tout un truc à faire après, mais bon, franchement, ce mode m'a sauvé la vie parce que mes pièces là, ça me faisait un peu chier de les recommencer, sachant que de toute façon, je vais devoir les recommencer parce que c'est quand même des prototypes que je dois les refaire. J'ai refait des pièces différentes et tout. Ça, c'est des prototypes tests pour mon projet RDD2. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ça avait fini presque d'imprimer, il me restait plus que ça à imprimer. Ça me faisait chier de recommencer à zéro et il y en avait déjà eu pour 40 heures, donc voilà quoi. Enfin, 40 heures des deux pièces en même temps, parce que c'était pratique pour le mode clone. Ça, franchement, le mode. Alors, celle-ci, c'était mode miroir, parce qu'en fait, je voulais faire la droite et la gauche en même temps. Le mode miroir vous permet de faire du coup une symétrie. Ça, c'est pratique. Donc, ensuite, je vais vous présenter les pièces que j'ai imprimées. Mais avant tout ça, je vais quand même vous parler aussi d'autres petites choses que j'ai relevées sur la machine. On a un trou de fixation à l'arrière du cadre qui permet de fixer des barres qui vont venir se mettre ici, directement en haut et sur le côté. On a déjà les trous dans le cadre, ça je trouve super. Ça permet de renforcer si on en a besoin par la suite ou quoi que ce soit. La TLD5 elle a déjà des barres de renfort, ça c'est cool. Alors après, il y a une autre chose que je voulais vous parler, c'est le plateau. Le plateau, beaucoup de personnes m'ont, enfin j'ai vu sur les forums, sur les groupes et tout, que en fait le plateau sur certains il est bombé. En fait c'est pas qu'il est bombé, c'est que d'origine il est hyper trop serré. En fait les quatre vis de dessous sont hyper serrées, ce qui fait que ça le met en contrainte et en fait ça le tord légèrement. Ce que j'ai fait c'est que j'ai tout desserré, j'ai tout dévissé. Les quatre vis je les ai desserrées. Le plateau il s'est remis, en fait il s'est retordu dans l'autre sens. Et en fait, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai descendu légèrement les capteurs end-stop. Enfin, je les ai remontés un tout petit peu pour pouvoir justement, quand j'ajuste mes vis, ça m'a permis de pas trop le serrer non plus trop fort. Et au final, maintenant, bah, il est serré nickel. Enfin, je veux dire, mes vis sont pas en force. Et avec la plaque de verre, bah, du coup, ça s'est remis d'aplomb. Et du coup, bah, mon plateau, maintenant, il est plat et j'ai pas de problème de nivellement ni quoi que ce soit en fait. C'est juste à cause que le plateau d'origine était hyper trop serré. Alors après, il va y avoir un autre point que je vais devoir vous montrer un peu plus en détail. Ça va être le point pour calibrer les deux extrudeurs. Parce que quand on fait de la dual color, bah, il faut aligner les deux têtes. Parce que sur une mix, bah, les deux têtes, bah, il n'y en a qu'une, donc du coup, bah, c'est forcément par le même trou que ça sort. Le trou, il va forcément se positionner au même endroit. Là, il va falloir jouer sur l'offset en fait du deuxième extrudeur par rapport au premier. Ça, je vais vous expliquer comment régler déjà la hauteur. Quand on fait un nivellement, hein, il y a la hauteur à régler sur le deuxième extrudeur, mais il y aura également la position en X et en Y. Hein, il va falloir régler tout ça. Et ensuite le Z, bon le Z lui normalement techniquement il est à peu près ajusté. Enfin ça c'est pareil, il faudra quand même l'ajuster de toute façon, mais moi il était bien ajusté. Franchement le Z j'ai pas eu à le modifier, c'était déjà pas mal. Après ce Z là vous allez le régler soit avec la clé ici, soit on peut le régler sur le firmware. Mais je vous conseille de le faire ici parce que le firmware j'avais fait un test au départ. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai réglé légèrement trop bas et en fait bah, il est venu taper dans le plateau parce que c'était en fait cette valeur là était ça lui plaisait pas. Donc du coup je l'ai fait manuellement avec la clé. Et depuis, en fait, toutes mes dual colors sont super bien alignées, c'est calibré, c'est nickel, ça me fait des belles pièces en dual color, la fusée c'est super bien aligné, il n'y a pas de décalage ni quoi que ce soit. J'ai fait une pièce que je vous mettrai dans la description, que moi j'aime bien parce qu'au final, je la place au centre. Et en fait, mon coin là, c'est pile le centre du plateau, et en fait, ça me permet d'avoir un truc, ça me permet de faire des mesures et de faire ça au pied à coulisse, comme ça je peux mesurer proprement. Donc ensuite, les capteurs de filament, bah, ils fonctionnent. Alors par contre, j'ai eu un petit souci sur un des deux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le fil, bah, il n'était pas encore sorti à fond, et du coup, bah, en fait, il n'a pas capté que c'était fini le filament. Alors, je m'en sers franchement pas trop des capteurs de filament, parce que sur cette machine-là, quand on fait du dual, bah, le truc, c'est qu'en fait, on divise le filament utilisé par deux. Donc du coup, bah, en fait, on vide enfin, on peut vider une bobine hein, si on l'utilise jusqu'à la fin. Mais franchement, j'en ai même pas eu besoin parce que je reste souvent à côté dans l'atelier, je surveille et en général je sais que je vais devoir changer de bobine. Donc ce que je fais, bah, en final, c'est que je mets pause sur l'écran et je le change moi-même, quoi. Mais c'est utile quand même d'avoir un capteur de filament qui fonctionne.
il fonctionne. Après, c'est juste que moi, il avait eu un problème parce qu'en fait, normalement, il y a des fixations, mais comme je m'en sers pas, je les ai mis juste pour la vidéo, là, pour vous les montrer. Moi, je m'en sers pas en fait. Des capteurs de filament, c'est vraiment très rare que je m'en serve. Même sur la D9 500, je m'en sers pas. Je suis toujours pas loin de la machine, de toute façon. Donc voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous parler? Alors, pour nettoyer les vitres, c'est une chose qu'on m'a demandé souvent. Qu'est-ce que j'utilise pour nettoyer les vitres de mes imprimantes 3D et pour nettoyer tout ce qui est Bulltack et tout ça, ça peut vous servir. J'utilise ça. C'est quoi? Ça, c'est de l'éthanol, 96%, que je trouve en magasin de bricolage. Vous pouvez voir. C'est des bidons de 5 litres. Ça, je l'avais payé il y a un petit moment. Je sais plus combien je l'avais payé à l'époque. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est encore plein. Et ce que je fais, en fait, c'est que je le mets dans un cheap sheet que vous trouvez chez Action ou des trucs comme ça. Les cheap sheets, ça vaut 50 centimes, quoi. Vous en remplissez dedans, vous en mettez sur le plateau et vous prenez un microfibre et vous nettoyez votre plateau. Ça enlève tout ce qui est traces de lac et tout. Et sur les Bulltack, ça marche super bien. Et ça décolle aussi les pièces. En fait, ce que vous faites, quand vos impressions sont terminées sur une plaque de verre, des fois, vous galérez à les décoller. Vous prenez ce cheap sheet d'éthanol, vous pitez sur votre pièce. Dans quelques secondes, la pièce, elle se décolle toute seule. Pourquoi? Parce que en fait, l'éthanol, ce qui se passe, c'est que lui s'évapore et il passe un peu partout. Il passe un peu partout, il arrive à décoller tout ce qui est lac et tout, et ça se décolle tout seul, la pièce, vous n'avez plus qu'à la défaire. Et l'avantage d'avoir une plaque en verre, c'est que dessous, les pièces, elles sont super propres, c'est brillant, c'est lisse. On n'a pas l'effet granuleux comme sur certains Bulltack ou certains Scotch. Là, on a vraiment quelque chose de propre. Franchement, moi, c'est super. Enfin, je veux dire, la plaque de verre, moi, franchement, je suis satisfait. Sur du dual, sur du miroir, sur du clone, c'est super. En fait, j'ai l'état de surface qui est nickel sur les deux pièces, quoi. Quand c'est bien calibré, franchement, vous avez bien fait votre niveau. Vous avez des pièces superbes. Franchement, c'est la fusée. Et là, de toute façon, je vais vous faire un tour d'horizon des pièces de près. Vous allez voir que franchement, j'ai un état de surface. Et les réglages, je vais vous les montrer vite fait aussi sur Cura. Franchement, j'utilise le Cura qui est fourni sur la carte SD. Il fonctionne super bien. Bon, il y a quelques petits ajustements à faire, mais c'est pas énorme. Franchement, les ajustements, c'est à vous de les faire en fonction des pièces que vous allez faire. Parce que vous n'allez pas mettre le même réglage sur une petite que sur une grosse pièce en fonction des vitesses, de tout ça et tout. C'est genre une grosse pièce qui va être lourde, vous allez imprimer plus lentement que sur une toute petite pièce où vous n'avez pas besoin de vitesse, enfin vous n'avez pas besoin de vous en foutre des vibrations ni quoi que ce soit. Je veux dire, ça va prendre en compte tout ça, il y a plein de choses à faire qui sont à prendre en habitude après selon vos pièces. Mais bon, après, il y a quand même certaines bases qui restent les mêmes. Donc ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Les end-stop sur le côté là. Quand vous allez faire votre calibrage pour le dual extrudeur, ce qu'il va falloir faire, c'est faire très attention à bien serrer vos carénages sur le côté, qu'ils soient bien serrés et que vos end-stops soient bien serrés. Parce que comme c'est des end-stops optiques, ce qui se passe, c'est que si jamais vous les bougez un tout petit peu, quand vous allez faire votre calibrage, en fait, ils sont calibrés par rapport à cette position du end-stop. Si vous le bougez d'un millimètre sur le côté, il faut recalibrer. Donc c'est pour ça, vérifiez bien que tout est bien serré, nickel, les rails, les end-stops, les moteurs, que tout soit bien serré vraiment comme il faut. Comme ça vous permettra d'avoir le meilleure qualité possible sur sur vos dual extrusion. Ça sera l'alignement sur vos pièces, c'est super important sur le dual extrusion comme ça avec le IDEX. Mais après, une fois que c'est bien réglé, c'est lisse de tous les côtés. De toute façon, le réglage, il se trouve au bout d'un moment, il faut faire pas mal de tests. C'est pour ça que j'ai fait cette petite pièce-là, parce que c'est leur pièce de base qu'ils avaient, c'était une espèce de cube qui s'emboîtait l'un sur l'autre, j'aimais pas. Parce que ça mettait trop de temps à passer à la deuxième couche du deuxième extrudeur, ça mettait trop de temps. Alors que là, ça met pas longtemps en fait à passer au deuxième extrudeur, comme ça permet d'aligner tout de suite, de faire pause, de redémarrer le chauffage et tout ça, parce que ça prend un peu de temps quand même à faire le premier calibrage. Ah si, j'avais eu un petit souci, alors c'était mon lecteur de carte SD sur le côté. En fait, ce qui se passe, c'est que mon lecteur de carte SD, en fait, la SD, en fait, le truc, c'est que quand elle a cliqué, on peut quand même la sortir. En fait, le truc, enfin le chariot qui est censé coincer la carte SD, en fait, il ne fonctionne pas. On entend le clic-clic, mais la carte SD, on peut quand même la sortir quand il est enfoncé. Ça, c'est un petit souci que j'ai eu, en fait, et je crois que c'est de ma faute. C'est quand j'ai dû mettre la bécane sur le côté, j'ai dû appuyer dessus sans faire exprès. Mais le lecteur fonctionne toujours, et la carte SD, elle reste quand même en place. Il n'y a pas de souci, elle bouge pas. Faut juste pas tirer dessus. Voilà, différents objets que j'ai imprimés avec la Tenlog. Alors, la fusée, déjà, pour commencer. Vous pouvez voir qu'elle a une qualité mais superbe. Franchement, les couches sont superbes. J'ai vraiment apprécié l'imprimer. Alors, elle est en deux parties. Il y a le pied qui est ici et ensuite c'est le corps qui est ici. Alors ici, on peut voir la petite couture qui se fait sur le côté. Ça, c'est la couture de quand l'extrudeur change de couche. On peut choisir de la position, mais moi j'ai préféré la mettre ici parce que de toute façon, je pense que je la poncerai ou je vais peut-être la laisser comme ça. Elle me plaît, moi de toute façon elle est propre. Puis ça permet d'avoir des pièces imprimées neutres, brutes comme ça sur le bureau. Ça fait sympa. Ensuite, j'ai fait mon petit logo ici, NFX, là, en dual color. Alors ça, c'était dans les premiers tests que j'ai fait pour régler mon offset, en fait. J'avais fait celui-là. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a un petit défaut au milieu. En fait, c'était que mon offset n'était pas encore bon. Du coup, en fait, ça me faisait une espèce de... comment dire, de petit bourrelet, en fait.
Au début, j'ai fait des tests comme ça, quoi. C'était pas tip top. Alors, vous pouvez voir que le plot, par contre, lui, il est super bien réussi. Je suis assez content. Même le Benchibot. Alors, lui, le Benchibot, je vais vous le montrer vraiment. Franchement, vous pouvez voir que le Benchibot, il est super bien réussi. Je suis assez content. La qualité, elle est nickel. Vous pouvez voir, avec une plaque de verre, ça rend un truc vraiment propre. Enfin, franchement, le Benchibot, il est nickel, quoi. On n'a pas de. Contrairement à une mix, on n'a pas l'effet de gris, quoi, de dégradé. C'est direct tout de suite. Vous pouvez voir qu'ici, le trou au niveau, enfin en dessous, il passe directement du blanc au noir, quoi. C'est propre. Il n'y a pas de problème ni quoi que ce soit. Même le refroidissement, hein, le ventilateur fonctionne super bien au niveau des ponts. Enfin, franchement, je suis assez satisfait de cette machine, quoi. Tout fonctionne nickel sur cette bécane. J'ai rien eu à faire. Ça, c'était mes premiers tests en mono. Alors celui-là, c'était un mono, mais en mode clone, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait le blanc d'un côté. Au passage, le filament, ça, c'est du filament Draftplast de chez Motion Tech, hein, qui est super également en qualité. Il est super propre. Là, tout ce qui est noir et blanc, c'est le Draftplast de Motion Tech. Et là, c'était le noir. Franchement, elle m'a tout bien respecté. De toute façon, elle respecte tout. Que ce soit les cotes ou quoi que ce soit, elle respecte tout, cette machine. Ça, c'est le fichier que je vous ai dit que je vous partagerai dans la description si ça vous intéresse, du coup, pour faire le calibrage. Vous pouvez voir que ça permet d'avoir les angles si c'est bien respecté. Parce qu'en fait, l'offset, quand il est mal fait, bah, ça fait un bourrelet et ça monte sur l'autre couche à côté, en fait. C'est pour ça que c'est ça qu'il faut bien régler. C'est super important. Vous pouvez voir qu'ici, on a l'alignement qui est parfait. On n'a pas de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de changement en fait de décalage. Au début j'en avais un parce qu'en fait c'était pas bien réglé et ça me faisait des pièces dégueulasses, mais je ne les ai pas gardées, j'en ai jeté pas mal parce que c'était des trucs sous-extrudés et tout, c'était dégueulasse. Alors après j'ai fait ça, mes poulies là, alors ça c'était prototype, les deux bleus là c'est des prototypes, parce qu'en fait elles sont pas assez grandes, du coup je les ai refait en noir et là vous pouvez voir que j'ai intégré des roulements et je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez là j'ai un écrou M8 et en fait ça rentre nickel dans les trous, j'en avais d'autres là. Ça rentre nickel, franchement, ça force légèrement parce que ça respecte ma cote. Tac. C'est pareil sur celui-ci. Alors désolé pour le câble qui passe devant. Vous voyez, ça rentre nickel. Franchement, c'est super, les contraintes sont bien respectées, tout ça. Bon là, ça c'est pas de la laque, c'est de la colle parce qu'en fait j'avais mis du double face pour un test. En fait, il faut que j'imprime un truc en TPU pour faire un espèce de petit espace, en fait, un espèce de petit, comment dire, ça va me servir de suspension, en fait, enfin d'amortissement, en fait, comment dire. En fait, ça, c'est une pièce qui se met, alors, je vais vous la poser là, mais ça n'a rien à voir ici. En fait, ça se met comme ça. Et en fait, il y a des billes qui viennent s'intercaler là-dedans. Et en fait, c'est un roulement qui me sert de motorisation pour les pôles sur R2D2. Mais ça, tout ça, vous le verrez plus en détail quand je vais vous présenter le projet R2D2. Ensuite, il y a deux grosses pièces mouse ici qui sont là. Alors ça, c'est la motorisation de R2D2 que j'ai conçue sur SolidWorks. Hein, c'est un truc assez badass. Ça pèse son poids. Ça fait 2 kg là, le machin. Il y a tout un système il y a des roues avec une chaîne de transmission. Il y a des pignons en aluminium. C'est vraiment un truc assez complet que j'ai réalisé là. Tout ça, c'est la motorisation pour R2D2 des pieds que j'ai conçu. Hein. Tout ça, c'est moi qui ai conçu, c'est mon design. Enfin, je vous le montrerai plus en détail, parce que le projet R2D2, je vais vous le présenter. On m'a dit que je présentais pas assez mes projets et tout ça, mais j'ai une vie perso qui était assez chaotique ces derniers temps, c'est pour ça que j'ai pas fait grand chose. Et que j'ai pris énormément de retard sur mes vidéos. Je vais encore parler 1 heure, ça va vous raconter ma vie. C'est pour ça que je vais éviter de m'éterniser dessus. Alors ensuite, j'ai imprimé ça. Ça, c'est le carénage du pied central de R2D2 qui va sur ça, en fait. Ça, c'est le haut du pied. Alors, je l'avais fait sur la Sidewinder, cette pièce-là, et j'ai refait la même, parce qu'en fait, sur le Sidewinder, je l'ai utilisé pour le deuxième, parce qu'en fait, j'ai deux droïdes, du coup, maintenant. Avec toutes les pièces du premier, j'en ai deux maintenant. Ça, c'est le deuxième que je suis en train de faire, du coup, celui qui sera totalement motorisé. Alors là, j'ai tout démonté, parce que je vais tout poncer, en fait. Il y a pas mal de boulot de ponçage, de collage et tout, parce que c'était pas collé sur le châssis, c'était des tests. Du coup, là, ça va être terminé totalement. Du coup, je vais tout poncer. Il y a pas mal de choses à faire. Et je vais faire des tests de roulage. Enfin, tout ce qui est mécanique est là. Du coup, les moteurs, tout est là. Maintenant, enfin, je termine tout ce qui est motorisation, je termine tout, quoi. Là, il y a vraiment du gros boulot. Donc, vous pouvez voir que j'ai imprimé pas mal de pièces. Donc, du coup, les moteurs de pied, il y a exactement les deux mêmes. Après, vous pouvez voir que la qualité, franchement, des couches est super propre. Bon, il y a un peu de poussière.
parce que ça fait un petit moment que je les ai imprimées, du coup maintenant les pièces, mais franchement les couches sont superbes sur cette machine-là, ça me fait des pièces, mais enfin c'est vraiment propre quoi. À part ici, vous pouvez voir le petit trait, c'est ce que je vous disais pour la reprise en hauteur Z, c'est que j'avais réglé trop bas, du coup ça s'est mis s'écraser un petit peu, mais d'un moment à l'autre, vous voyez que la qualité est quand même superbe, et les deux pièces ont été imprimées en mode miroir ici. Franchement la qualité est superbe. Alors là les deux couleurs c'est du PLA One AO Premium. Alors ici le petit trait, ben, ça c'est de ma faute. Ça, c'est que j'ai fait une petite manip l'autre jour avec. J'étais au tournevis en train de poncer sur le truc. Là, j'ai tiré avec le tournevis et puis ça fait un trou. Et du coup, bah, j'ai arraché toute la layer en fait. Mais après, ça n'a pas cassé la pièce. En fait, c'est juste la première couche que j'ai arrachée sans faire exprès. En fait, j'ai pris sur le côté et du coup, j'ai tout arraché. Mais du coup, de toute façon, ces pièces-là, de toute façon, c'est des prototypes. Je les ai remodélisées parce que j'ai fait des petits décalages pour les moteurs, des trous oblongs pour faire un tenseur de courroie et tout ça. Enfin bref. Tout ça pour dire que la TLD3 Pro, franchement, merci Franck de me l'avoir fourni. Franchement, j'espère que la vidéo te plaira. Alors maintenant, on va passer à la partie réglage. On va passer sur l'écran. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à voir. Je vais vous parler comment on règle l'offset, le calibrage des deux extrudeurs du coup, et après on va passer sur Cura. Allez, c'est parti. On va allumer la bécane. Alors, petite astuce, quand vous allumez la Tenlog, en fait, il est possible que quand vous cliquez sur le bouton tout de suite, ça s'allume pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut rester appuyé quelques petites secondes sur le bouton. Je pense qu'ils ont fait exprès, par sécurité. Ça évite d'appuyer trop fort sur le bouton et puis que ça s'allume tout de suite. Alors, l'écran, je vais essayer de vous le présenter un peu plus en détail. Du coup, je ne sais pas si je l'avais fait autant sur la partie 1, mais du coup, je vais le refaire. Ça fera un rappel pour vous. Ça pourra vous servir, parce que cette partie 2, ça sera vraiment la partie technique. Alors, on va voir pas mal de petites choses. Là, vous voyez que j'ai allumé la bécane. On l'entend pas du tout. Il n'y a pas de bruit. C'est ça que j'aime sur cette machine-là. C'est que quand elle est à l'arrêt, ben, en fait, il n'y a rien qui fait du bruit ni quoi que ce soit. Alors ici, le auto power off, vous voyez qu'il est décoché. Hein, vous pouvez le cocher. Moi, je l'ai décoché. Pourquoi? Parce que comme je suis tout le temps à côté de la machine, j'ai besoin d'imprimer tout de suite. J'ai pas envie de la rallumer toutes les 5 minutes. Au final, vu que quand elle est à l'arrêt, elle fait pas de bruit. Ça peut vous servir si jamais ben, vous partez quelques jours et puis que votre print ben, il s'arrête. Ben, au moins, quand vous reviendrez, la machine sera éteinte. Ça évitera de consommer de l'énergie pour rien. Voilà. Donc ensuite, on va avoir pas mal de choses ici à prendre en compte. Ces valeurs-là ne seront pas forcément les valeurs que vous avez d'origine. Pourquoi? Parce qu'en fait, X2, Y2, ces valeurs-là, c'est ça qu'on doit calibrer pour le dual extrusion. Vous pouvez vous en servir de base, hein, ça peut peut-être vous servir par rapport à celle que vous avez d'origine. Moi, je ne me souviens plus vraiment combien j'avais. Je crois que ici, 355,70, je crois que j'étais à 354 points quelque chose. Je ne sais plus comment c'était. Et du coup, comme je vous ai dit, ça dépendra du réglage aussi du end-stop, comment il est serré, s'il a été décalé plus ou moins par rapport à votre version à vous. Ça peut vous servir quand même de base hein, pour travailler. Je pense que. Enfin, essayez quand même de prendre ces valeurs au pire si jamais ça peut vous servir. Parce que si jamais vous bidouillez quelque chose, que vous ne savez plus à combien vous en étiez, ces valeurs-là sont peut-être les plus proches possibles du réglage final que vous obtiendrez. Les autres menus d'abord que je vais vous présenter, hein, vite fait. Alors, j'ai oublié de vous montrer quelque chose ici. On va revenir. Alors ici dans Tools, d'abord dans Settings, je vais vous montrer dans About. Tout ça là en fait vous voyez la version 1.2.5, 17 juillet 2020. Moi je trouve que cette version là pour moi fonctionne très bien pour l'instant, il n'y a pas de souci. Il y avait une nouvelle version qui était sortie, j'avais eu un souci en fait, c'était mon Endstop Y qui était à l'envers en fait, du coup j'ai eu le code source. Hein, Franck m'a donné le code source et du coup si jamais vous voulez des modifications sur votre Marlin, je peux vous aider si jamais vous avez besoin. J'avais aidé Franck à modifier parce qu'en fait il est possible d'avoir l'option du plateau en 120 en 220 et du coup il permet de monter à 120 degrés en quelques secondes et franchement la mise à jour ça pourrait être intéressant pour ceux qui veulent faire de l'ABS. Voilà. Donc ensuite on va revenir en arrière. Alors calibrate ici, hein, vous y touchez pas, c'est pas la calibration de l'imprimante, c'est la calibration de l'écran. Ça sert pas vraiment à grand chose, l'écran il est très bien calibré d'origine. Ça c'est si jamais vos boutons répondent pas très bien. Hein, ce calibrate là c'était uniquement pour l'écran. Alors ensuite on va aller dans Tools. Ici, on a le leveling, et du coup, ça peut être utile de faire un leveling en 4 points. Quand vous allez recevoir la machine, comme je vous ai dit, pensez à bien desserrer vos 4 vis, histoire de remettre d'aplomb votre plateau. Vous pouvez utiliser une équerre ou un truc de menuisier ou quoi que ce soit que vous posez pour voir si votre plateau s'est bien remis d'aplomb. Parce que s'il a vraiment été trop serré, il est possible que l'aluminium se soit un petit peu tordu. Mais franchement, moi je l'ai desserré et ça s'est remis d'aplomb. La plaque de verre a bien aidé, a bien fait le travail de guide en fait, parce qu'elle, elle est bien plate. Du coup, j'ai pas de problème de déformation et maintenant mon plateau est vraiment plan. Et ce qui est bien, c'est que sur cette machine-là, comme on a le Dual Z, on a vraiment quelque chose qui se fait correctement comme niveau et franchement la machine, c'est depuis que je l'ai calibré qu'une fois. J'y ai pu retoucher depuis et j'ai pas eu à refaire de calibrage ni quoi que ce soit. Franchement, c'est nickel. Alors, du coup, les 4 points,
ça va vous servir pour faire votre calibrage en 4 points. Et ensuite, une fois que vous avez passé sur le nozzle 2, hein, en fait, on va passer sur le nozzle 2, on va cliquer dessus, on va passer OK. Et en fait, quand on va faire nos 4 points, on va faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de faire les 4 points, on va faire... Alors vous voyez qu'ici, mon ventilateur fait un peu de bruit quand il s'allume. Il ne me le fait pas tout le temps. Vous voyez, là, il vient de s'arrêter de toute façon, donc c'est un peu mort. Alors, il va vous falloir une clé BTR, hein, celle qui est fournie avec la machine. Vous avez une clé BTR qui est fournie avec, et vous allez avoir la clé plate qui est ici, pour régler votre niveau. Alors, en fait, c'est pas compliqué, vous allez devoir desserrer ici. Hein, vous allez devoir desserrer ici, et en fait, après, vous allez devoir régler à ce niveau-là. Vous avez un écrou ici, vous allez devoir le régler en tournant plus ou moins. De toute façon, vous avez les petites flèches ici qui vous indiquent dans quel sens vous tournez. Si vous tournez par là-bas, vous descendez, si vous tournez par là, vous montez. Un conseil, c'est pareil, ne passez pas votre clé BTR avec la machine allumée, enfin avec le ventilateur qui tourne. Pourquoi? Parce que si jamais vous visez un petit peu à côté sans faire exprès, vous allez péter des pales du ventilateur et il va se mettre à faire du bruit et vibrer, et puis de toute façon il sera mort. Hein, c'est pour ça, faites bien attention, faites en sorte que la machine soit arrêtée au niveau des mouvements pour pouvoir faire ce calibrage-là et desserrer ça. N'oubliez pas de resserrer la vis une fois que vous avez réglé votre offset. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ensuite? Donc le leveling, je vous ai expliqué comment régler tout ça. Je ne vais pas le faire parce que ma machine est réglée, mais en gros, je vous ai montré les grandes lignes. Là, techniquement, de toute façon, on est pas mal là-bas. On va le déplacer en un point. Je vais le mettre au home. Tac. Voilà. Donc je vais le remettre à un point. Je vais mettre par exemple celui-là. Ouais, tout a l'air bon, elle n'a pas bougé depuis que je l'ai, franchement, elle est bien calibrée. Alors du coup, ce que vous faites, c'est que vous prenez une feuille de papier hein, pour faire le calibrage sur le deuxième, là, en même temps que vous réglez ici. Hein. Du coup, moi, elle n'a pas bougé, je suis vraiment content pour ça. Franchement, elle s'est pas déréglée, c'est super. Franchement, c'est super. Alors après, il va y avoir le calibrage pour tout ce qui est via l'extrusion. Hein, ces deux valeurs-là. Alors ces valeurs-là, il va falloir y jouer pendant que vous imprimez votre pièce test hein, que je vous ai montré. Cette pièce-là, elle va pouvoir vous servir à ça en fait. Hein. En fait, quand vous allez imprimer la couche bleue, là, par exemple, sur l'extrudeur de gauche, en fait, vous allez avoir votre deuxième couche qui va se mettre ici, et en fait, cette valeur-là, bah, vous allez prendre un pied à coulisse et vous allez mesurer l'écart que vous avez, et après, il faudra jouer avec ces valeurs-là. Hein. Alors, normalement, quand vous augmentez, c'est pour décaler. Alors, normalement, il y a des schémas, il y a des flèches dans la notice d'origine qui est fournie, il y a des flèches qui vous expliquent, par exemple, 355-70, ça décale plus par là, et si vous descendez 354, par exemple, ça revient par là. Techniquement, c'est à peu près ça. C'est pareil, le 440, si je dis pas de bêtises. De toute façon, dans la notice, je vous mettrai des petites annotations après sur le côté, ça pourra vous servir. Parce que de tête, je me souviens plus vraiment dans quel sens ça va. Mais de toute façon, vous allez vous en rendre compte par rapport à vos valeurs et par rapport à mes valeurs. Moi, j'étais beaucoup trop sur le côté droit, en fait, par rapport aux valeurs d'origine que j'avais. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Alors, quand on va faire une pièce, en fait, on va avoir plusieurs G-codes ici. On va avoir les G-codes pour le dual matériau. Alors le dual matériau, c'est pas compliqué. Le G-code, c'est Cura que vous allez utiliser. C'est là où vous allez choisir vos deux couleurs. On n'aura rien d'autre de spécifique à faire. Quand on va utiliser le mode duplication, en fait, dans le G-code, on va créer qu'une seule pièce qu'on va placer sur le côté, enfin en fonction de l'extrudeur qu'on veut utiliser. Si jamais on veut utiliser l'extrudeur 1, on mettra notre pièce sur l'extrudeur ici, enfin plus sur le plateau ici. Comme ça, ce qui va se passer, c'est que le deuxième extrudeur va venir se placer ici, et ils vont imprimer comme ça, côte à côte. De toute façon, je vous mettrai des petites vidéos timelapse que j'avais fait. Hein. Enfin, c'est même pas des timelapse, c'est des vidéos que j'avais filmées comme ça pendant les impressions. Je vous montrerai comme ça, vous verrez à quoi ça correspond. Donc, duplication, c'est le mode clone, comme je vous disais. Hein, ça va créer deux pièces identiques. Et le mode miroir, ça va créer une symétrie de votre G-code. Donc là, le mode ici, là, donc ouais, c'est parce que je suis en mode miroir. Donc mode de matériaux, en fait, là, vous choisissez quel extrudeur vous voulez utiliser en premier.
Si jamais on veut imprimer avec la buse numéro 2, on peut imprimer avec la buse numéro 2. Si on ne veut pas s'embêter à enlever le filament, on peut choisir d'imprimer avec la buse numéro 2 notre G-code actuel. Si on a créé une pièce solo, en fait, si on crée juste une seule pièce comme ça, qu'on veut imprimer ici, si on veut imprimer cette pièce avec l'extrudeur numéro 2, on peut choisir l'extrudeur numéro 2 directement ici, et c'est la machine qui va gérer. Hein, c'est jamais, on peut utiliser aussi Cura hein, pour choisir si on veut utiliser avec le 1 ou le 2. Mais là, on peut le faire mécaniquement ici. Donc après, les mouvements d'axe, il n'y a rien de spécial, c'est des mouvements basiques. Ça, vous connaissez déjà. Donc les tools, on a fait le tour, hein, température. Alors si, il y a une petite chose que je voulais vous montrer du coup. Alors ici, roll-out, ça c'est pour charger et décharger du filament, hein, si on met à chauffer. Hein, on peut cliquer ici, rentrer des valeurs. On peut mettre 200 par exemple. Là, vous voyez que les ventilateurs se mettent en route. Hein, ils vont se déclencher à partir du moment où ça arrive à... Alors ça, c'est pareil. Je vais vous le montrer vite fait. C'était dans le mode setting ici, fan temp. Moi, je l'ai réglé à 50. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'origine, je crois qu'il est réglé à 80. Et en fait, j'aime pas qu'il s'arrête tant qu'on est encore chaud. Parce que j'aime bien que ça me refroidisse le plus possible avant d'éteindre les ventilateurs. Comme ça évite d'avoir un bouchon de filament qui se coince à l'intérieur de la buse. Du coup, moi, je préfère les garder à 50. Comme ça, au moins, je suis sûr que mes buses ont refroidi. Parce que si vous les éteignez trop tôt, en fait, ce qui se passe. Alors, ça, c'est également une chose que j'ai relevé sur la machine. C'est pour ça que j'avais désactivé aussi le auto power off. C'est que dès qu'elle a fini d'imprimer, en fait, ce qui se passe, c'est que la machine s'arrête tout de suite. Le seul problème que je trouve à ça, c'est que quand la machine s'arrête tout de suite, bah, les bus sont encore chaudes. Et ce qui se passe, bah, c'est que des fois, bah, ça peut faire des bouchons dans le filament. Et ça, j'aime pas trop. Je préfère attendre que les parties chaudes, enfin la partie froide, hein, la heat break, sur les extrudeurs, je préfère attendre qu'elle ait refroidi avant d'éteindre la machine. C'est pour ça que j'avais désactivé l'auto power off. Ça, je préfère le faire, je préfère le faire comme ça. Après, j'ai pas eu de souci de bouchage, hein, cette machine-là, moi, elle a jamais bouché. Alors du coup, les mouvements d'axe, ça, je vous l'ai déjà parlé dans la précédente vidéo. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est juste pour déplacer les axes. Alors dans setting, non, c'est bon, ça c'est tout fait. Alors print from any Z. Alors ça, c'est ce que je vous disais. Ça va être ici que vous allez choisir votre hauteur. En fait, vous allez mesurer votre hauteur dans un print que vous aurez foiré. Par exemple, vous prenez un mètre hein, ou un pied à colis, si vous en avez un qui est suffisamment grand pour aller jusqu'en haut de la pièce. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, si jamais cette pièce-là, elle a foiré, par exemple, qu'elle a foiré et qu'il reste encore, par exemple, tout ça, on va mesurer cette taille-là. Et comme je vous ai dit, il faut prendre en compte déjà la première hauteur de couche et tout le reste. Si on est en 0,25 ici et 0,2 ici, on fait notre calcul pour savoir à quel layer on est censé être, enfin la hauteur. Donc du coup, si on est par exemple à, je sais pas, par exemple 8,5 mm, ici, on va le taper ici, et là on va mettre 8,5. Ce qui va se passer, c'est que 8,5, elle va le calculer en hauteur de couche. Elle va le calculer en hauteur de couche, et dans Next, en fait, on va choisir. Alors du coup, bah là, il veut une hauteur, hein, du coup, je vais lui mettre une hauteur au pif. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre 10, ça sera contente. Ouais, mais ça serait mieux de mettre 10 virgules. Donc je vais tout effacer. 10, tac. Donc là, techniquement, je suis à 10 mm. On va aller dans Next, et là, on va choisir un fichier au pif, par exemple. Bon, pas au pif, parce qu'il faut qu'il ait au moins les 10 mm pour être sûr que ça recommence dedans. Et du coup, bah, je vais prendre fusée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on va mettre OK, bah, elle va venir se positionner à la couche qui est censée être à 10 mm. Ce qui veut dire que si jamais on n'a pas un compte rond, et que par exemple, on est à la couche 35 au lieu de 36, eh bien, on va créer un problème et c'est pour ça qu'il faut bien mesurer sa hauteur de couche et regarder dans notre G-code si à la hauteur par exemple 35 on est bien à 10 mm et non pas à 9,6 ou à 10,2 parce que ce qui se passe c'est que si on n'est pas à la bonne hauteur de couche eh bien, on va faire le problème que j'ai eu moi, c'est-à-dire qu'on va écraser la pièce ou alors on va être trop haut. Ça, c'est à vous de regarder après. Mais au moins, ça vous permet d'éviter de retrancher le G-code, de faire un calcul et tout le merdier et tout. Là, la machine est capable de le faire d'elle-même, du coup. Ça, franchement, le print from NZ, là, moi, ça m'a sauvé une pièce qui faisait 40 heures d'impression. Franchement, c'était super. Alors après, dans le temp, ici, vous pouvez taper des valeurs, hein, vous pouvez choisir vos valeurs de chauffe. Vous pouvez faire plein de trucs ici. Hein, pour régler le nozzle 2, les vitesses pour le fan. Alors le fan, je crois que c'est en PWM par contre que ça se règle. Vous voyez. Du coup, ça déclenche les ventilateurs qui sont sur le côté là. Par contre, les deux tournent également, enfin, tournent en même temps. Là, les deux se déclenchent en même temps. Du coup, je vais les éteindre. Et du coup, le bed ici, on peut régler la valeur du bed également. J'ai vu que par exemple, enfin par contre sur le forum les imprimantes 3D.fr, ils avaient commencé à parler de ça là en fait. Ici la tourne fan on, là c'est pour déclencher les fans, mais du coup on peut pas régler d'ici la valeur. Alors, on peut le faire que à partir du menu que je vous ai montré tout à l'heure. Là on peut juste les allumer ou les éteindre. On peut choisir des valeurs après hein, pour nos valeurs ici, par exemple si on veut être à 10 mm, on va clear. Vous voyez là ça monte à 10 mm. On peut choisir nos positions d'axe. Hein. Si on veut se positionner à 100 par exemple ici.
là ça va à 100. Et vous voyez que c'est super silencieux comme machine, hein. Franchement c'est super pratique. On peut taper les valeurs ici pour les températures, hein, si on veut préchauffer à 200. On choisit d'ici, le plateau on peut mettre 60, et puis hop, c'est parti. Là, je trouve que l'écran est bien travaillé pour ça. Par contre, le seul gros point négatif que je trouve, c'est que on n'a pas de code source sur l'écran, ils veulent pas le donner, et ça, je trouve ça dommage, parce que j'aurais bien voulu faire quelques petites modifications, rajouter des menus, rajouter des petites options, des petits trucs que j'aurais voulu rajouter moi-même, puis même modifier, enfin, faire une petite personnalisation des icônes, faire un petit truc chouette, parce qu'au final, je trouve que leurs icônes sont un peu basiques. Mais après, bon, la machine elle-même, franchement, elle fonctionne, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc maintenant, on va passer à la partie curage, je vais vous montrer comment préparer un fichier pour tout ce qui est mode clone, gel color et tout ça, et mes paramètres que j'utilise. Allez, à tout de suite pour Cura, et après on fera une conclusion. Allez, c'est parti, on se retrouve sur Cura. Alors du coup, ce que je vous expliquais, c'est que j'utilise la version fournie par Tenlog, hein, sur leur clé USB, la version 4.4.0. Moi, je travaille actuellement sur une version 4.8 là, que je vais pas tarder à vous partager sur la vidéo. Je pense que je la mettrai dans la description quand elle sera prête. C'est une version pour la 4.8, hein, du coup avec leur modèle 3D. Là, j'ai tout récupéré en fait et j'ai tout adapté pour la 4.8. Mais du coup, j'ai pas encore fini. Du coup, il me reste encore à rentrer les start G-code et tout ça. Enfin, il me reste encore pas mal de petites choses à faire. Je suis en train également de créer des profils tout près de tranchage de filaments. Enfin, je veux dire, les réglages filaments. Je suis en train de créer mes propres réglages qui sont tout près, hein. Ils sont déjà ici en fait. Bon, il y a tel D3 Pro, mais du coup, moi, il est mis à jour par rapport à ce que moi j'ai rentré comme réglage. Leur réglage d'origine fonctionne très bien. Alors, du coup, vous pouvez voir que j'utilise des layer height de 0.25. Franchement, 0.25, vous avez vu la qualité sur mes pièces, c'est super propre. La Tenlog, elle arrive à faire quelque chose de super. Et je pense que le fait que le rail soit là, et dans la première partie, je vous avais présenté également les anti-backlash. Franchement, je pense que ça a corrigé pas mal de petits défauts. Et franchement, ça permet d'avoir des belles pièces. Même là, la première, on pourrait mettre 0.25 hein, si vous voulez. Mais sachant qu'on a 0,2 ici et qu'on a ici un pourcentage de 130%, en fait, la première couche, elle est légèrement plus injectée, ce qui fait que du coup, elle s'étale beaucoup mieux, et du coup, 0,2, on arrive à avoir quelque chose d'assez propre, hein, ça adhère très bien, et franchement, franchement, leur réglage est très bien. Là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre à régler? Moi, j'ai rajouté ici, alors les périmètres, je vais vous montrer en preview. Alors, il refait un process, parce que j'avais fait un tranchage pour gagner un peu de temps. Du coup, vous pouvez voir ici. Alors du coup, je suis en gyroïde hein, pour le remplissage. Je suis en gyroïde à 8%. Et du coup, ce que je rajoute ici, en général, le wall line compte, là, normalement, si vous le mettez en français, votre logiciel, ça s'appellera les périmètres. C'est les lignes qui sont ici. Si vous avez des périmètres qui sont très faibles, genre 1, vous allez voir votre remplissage qui va s'afficher sur l'extérieur, ça va faire des couches, ça va être dégueulasse. Ça va, en fait, en se rétractant, le plastique va faire des déformations. C'est pour ça qu'en général, je mets 4. Pourquoi? Parce que non seulement j'ai pas de déformation, j'ai des belles états de surface, mais en plus j'ai des pièces qui sont super solides avec un remplissage qui n'est pas forcément aussi important que si j'avais mis que 1 ou 2 ici. C'est pareil, top layer ici, n'oubliez pas, hein, vous pouvez mettre 5. Je crois que d'origine, de toute façon, c'était déjà 5. Alors, ça vous permet d'avoir la première couche et les dernières qui seront super solides. Alors, ça vous permettra d'avoir quelque chose de bien. Et si jamais vous avez des trous ou des passages ou des trucs comme ça vous permet d'avoir quelque chose, un état de surface qui sera beaucoup plus propre que si vous n'en avez pas assez. Hein. Ensuite, les réglages, j'ai pas changé grand chose. Moi, il y a juste le remplissage. Donc, gyroïde 8, moi, c'est très bien pour moi. Ça me suffit. Et pour ce que j'imprime là pour les prototypes. Après, quand je fais des pièces finales, en général, je change ici. Je mets carrément 40% parce que je veux avoir des pièces qui sont quand même costauds. Hein. Matériaux, les températures, donc 200, on est bien, franchement. Alors, d'origine, par contre, il y a une chose, c'est la température du plateau. Alors, 50, ça adhère très bien avec de la laque. Un 3D laque avec 50 degrés, ça marche très bien sur la plaque de verre. D'origine, faites gaffe ici, je crois qu'ils sont à 30. Hein. Ils sont à 30. Et c'est pareil, il y a une chose à prendre en compte, c'est que si vous changez des réglages sur le premier filament, n'oubliez pas de mettre des réglages sur le deuxième filament, hein, parce que ça ne modifie pas forcément tous les réglages. Vous pouvez voir qu'ici, par exemple, la rétractation, vous voyez qu'ici on est à 2,5 sur le filament rouge, et là on est à 2. Mais ça, c'était pas celui que j'ai utilisé, hein. Moi j'avais mis 2,5 sur les deux. Donc ensuite, on va voir les vitesses. Donc les vitesses 60 mm par seconde, franchement elle les prend très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il y avait autre chose que je voulais vous montrer, c'était la rétraction. Ici, donc de 5, la vitesse 60, c'est très bien aussi, ça fonctionne super bien. Alors après, il y a plein de réglages qui ne nous serviront pas, contrairement à une imprimante mix. Donc après, toutes les vitesses, là, franchement, vous pouvez garder les paramètres. Moi, franchement, ça a très bien marché. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre à changer? Cooling, bon, le refroidissement, il marche très bien. Les supports, c'est pareil. Vous pouvez générer des supports. Alors, ce qui est bien, c'est que les supports sur une imprimante dual color, c'est qu'on peut générer des supports avec le deuxième extrudeur si jamais on veut utiliser le blanc ici, et qu'en fait, à la place du blanc, en fait, on a du filament soluble. On peut utiliser le filament soluble ici.
on peut générer du filament soluble pour faire de l'impression avec du filament soluble. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc les supports ici, support distance Z. Alors moi, en général, ici, là, support distance Z, en fait, je mets 0,25. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est d'origine, je crois que c'est 0,15. Je suis pas sûr. Je crois que c'est 0,15 d'origine. Mais j'ai gardé mes réglages, là, du coup, j'ai pas modifié. Je vais passer sur le deuxième. Je sais pas s'il est modifié. Non, celui d'origine aussi, il était modifié. Du coup, 0,25, je crois que d'origine, c'est 0,15. Si vous mettez 0,25, ça permet d'avoir des supports qui se décollent super facilement et qui sont pas trop collés à la pièce, parce que sinon quand c'est 0,15 ou 0,1, franchement les supports, bonne chance pour les décoller. Après avec du filament soluble, bah, on s'en fout, on peut mettre même 0,5, on s'en foutra parce qu'on va les mettre dans l'eau et ça va se fondre tout seul. Donc du coup il y aura ça. Après il n'y a pas grand chose à régler, hein. D'origine je crois que même il n'est pas affiché comme ça, je crois qu'il est affiché juste en basique ou en... Enfin il y a moins de trucs qui sont affichés quoi. Alors bit plate adhésion, alors ici moi je mets soit skirt soit brim. Alors le brim c'est quand je fais de l'ABS en général j'en mets. Mais là sur la Tenlog je fais pas d'ABS. Du coup je mets skirt, ça suffit largement, c'est juste une ligne qui se fait autour de la pièce. Ça permettra d'amorcer l'extrudeur des fois. Mais du coup quand je fais de la dual extrusion, je mets une petite tour. Hein, je mets une petite tour de charge. Cette petite tour, comme je vous l'ai dit, sert à réinjecter le plastique qui a coulé de la deuxième buse qui va se mettre en route. Alors la Prime Tower, on n'est pas obligé d'avoir une grosse tour, hein. Franchement 10 mm3 ça suffit largement d'injection de plastique. Avec une tour de 20, on a une tour qui fait, en fait ça fait un tour, deux tours, et ça vient sur la pièce, et on est déjà réinjecté en plastique. Sur les mix, on va devoir charger énormément, et ça je vous en reparlerai quand je vais passer sur les imprimantes mix. Du coup cette petite tour, moi, suffit largement. Alors après on a le Hose Shield, en fait ici, là. En français, vous l'avez, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est la... Ben, je crois que c'est un bouclier enfin, un bouclier de purge, hein. Du coup, ça vous crée un bouclier autour de la pièce. Ça, c'est pareil, ça peut servir si jamais vous avez une buse qui a tendance à beaucoup faire de bavure. Si vous avez des petites bouloches sur la pièce. Mais franchement, en créant la tour de purge ici, sur la dual extrusion, on n'a pas le problème de petites bourloches. Moi, j'ai pas eu le problème. Si jamais vous l'avez, vous pouvez l'activer ça. Ça peut également servir si vous faites de l'imprimante mix, hein, comme je vous disais, pour purger un peu plus la couleur. Donc du coup, bah, j'ai fait le tour, il n'y a rien de spécial à faire. Maintenant, je vais vous expliquer comment préparer un fichier pour faire un mode clone et un mode... D'abord, je vais désactiver le dual extrusion quand il me vire la tour. Là. Tac, on décoche ça, comme ça, il me vire la tour. Et voilà. Alors maintenant, pour faire un mode clone ou un mode miroir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pièce et on va la mettre ici. Vous pouvez compter ici, hein, sur Cura. Ici, ça, c'est à l'échelle. Hein. Vous avez les trucs, là, chaque petit carré fait 1 cm. Du coup, on a les 30 cm ici. Et en gros, si on compte jusqu'au milieu, quand on a les 15 ici, on peut déplacer. Alors, c'est pas 30 tout pile, là, je crois que c'est 32 sur la Tenlog que c'est réglé. Alors, je sais plus si c'est réglé à 30 ou à 32, je sais plus. 30, enfin, c'est 30,5. 30,5, mais je crois que le plateau fait 31. Bon, après, ça sera en fonction de ce que vous allez faire. Mais du coup, si vous faites d'autres pièces comme ça, en fait, ce que j'avais fait, c'est que la dernière fois, j'avais mis ça. Et j'avais pris ça. Et du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je fais ça. Je mets ça ici. Et on met ça ici. Et vous verrez dans la petite timelapse que je vais vous mettre sur le côté, comment ça s'est imprimé. Du coup, vous allez voir que les deux pièces se sont imprimées. Alors du coup, après, sur la Tenlog, vous allez mettre ces deux pièces ici, vous faire tranchage, vous mettez la carte SD dans la Tenlog, et sur la Tenlog, vous allez choisir soit mode duplicate, soit mode miroir. Alors pour cette pièce-là, je voulais faire une duplication, parce que j'ai pas besoin de mode miroir, il n'y a pas de symétrie, c'est deux pièces identiques que je voulais faire de chaque côté. Hein. Après, vous pouvez les placer ici, hein. Mais le problème, c'est qu'en plaçant ici, j'ai pas testé, franchement, mais je sais pas si ça se passe bien ou pas. Je sais pas si elle comprend quand on le met là. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets à gauche, comme ça, pas de souci, ça fonctionne très bien. Donc du coup, bah, j'ai pas eu de problème, ça a très bien marché. Ensuite, il y avait cette pièce-là que je dois refaire d'ailleurs, c'est celle-là que je dois faire, le nouveau prototype. Donc vous pouvez faire tourner comme ça, alors dans l'autre sens. Tac. Tac. Ça fait pile la taille que j'ai besoin, on le met ici. Et là, on se met en mode miroir. Et du coup, bah, j'ai une symétrie, comme ça j'ai deux pièces parfaitement symétriques pour pouvoir travailler directement sur mes objets, et comme ça j'ai deux pièces imprimées également en même temps. C'est pareil, prenez en compte le fait que quand vous allez imprimer en dual extrudeur, du coup, bah, votre temps il va être impacté aussi par le fait que la deuxième buse, on a ici la température de pause, où est-ce qu'on est? Là ici, donc la printing température on a 200, et ici, ici on a la température standby. Donc cette température standby, en fait, c'est la deuxième buse, elle va se mettre en pause.
Et en fait, elle va réduire sa température à 190. Moi, ça me permet également de, quand on baisse ça, on peut le mettre à 180 si on veut, mais moi je préfère le laisser à 190, comme ça a un peu moins de temps à réchauffer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est moins chaud, le PLA a moins tendance à couler de la buse. Si on est trop chaud ici, en fait, le PLA va couler de la buse et vous allez devoir en charger beaucoup plus. Là, en fait, le fait qu'on refroidisse un tout petit peu, bah, ça permet à la buse de se mettre en pause et d'avoir du filament qui reste quand même dans la buse sans boucher. Ça, c'est quand même intéressant à savoir du coup. Donc, du coup, bah, je refais mon tranchage là, parce que du coup, il va mettre 15 ans à me le refaire. Vous voyez là, une journée, donc du coup, hein, comme je vous disais, une journée pour imprimer cette pièce. C'est la pièce que j'ai mis 45 heures à imprimer. 45 heures, et vous voyez, en fait, le temps Cura est pas à 100% juste, hein. Il y a toujours un petit peu de temps en plus sur l'imprimante. Donc du coup, un jour et 4 heures, ça fait 28 heures. Moi, j'en ai eu à peu près pour 40, hein. Sachant que j'ai eu la coupure de courant en plus. Alors du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en mode duplicate ou en mode miroir, ben, là, vous allez mettre le même temps pour imprimer les deux pièces en même temps. C'est un gros avantage. Voilà. Donc là, du coup, bah, vous êtes prêt à imprimer maintenant. Il n'y a plus qu'à lancer le fichier et puis à faire ce que vous avez à faire dessus. Après, les réglages, comme je vous ai dit, je vous partagerai des réglages plus en détail plus par la suite. Je les rajouterai au fur et à mesure que j'aurai fini. Parce que pour moi, la Tenlog, c'est ma machine par défaut. Je l'utilise tout le temps aujourd'hui. Donc voilà. Alors, une petite dernière chose que j'ai oublié de vous parler aussi sur Cura, ça va être comment créer un fichier pour la dual extrusion. Parce qu'en fait, je vous ai montré pour faire le fichier pour tout ce qui est miroir et clone. Alors du coup, pour faire un fichier dual extrusion, il va nous falloir un fichier qui soit déjà préparé pour deux couleurs. Du coup, on importe les deux fichiers en même temps. Et ici, en fait, vous pouvez voir que par exemple, on a les deux pieds qui sont rouges. Alors la deuxième, on va l'imprimer en blanc. Donc ici, on coche en blanc. Et ensuite, on va prendre les deux fichiers. Vous appuyez sur la touche Shift et vous faites clic droit et vous allez faire Merge Model. Alors vous, si c'est en français, ça sera marqué Fusionner les modèles. Tac. Et du coup, maintenant, on refait centrer. Et là, maintenant, nos fichiers, en fait, on n'a plus qu'à le trancher. Et à partir du moment où on va le trancher, du coup, il sera prévu pour la dual extrusion, du coup. Par contre, faites bien en sorte que si vous imprimez une pièce comme ça, que vos deux filaments... En fait, ce que je fais, c'est que je mets deux couleurs différentes, mais vous pouvez mettre l'extrudeur 1 en rouge et le 2 en rouge, ça ne changera rien en fait. C'est juste que en fait, le deuxième, moi je mets blanc, comme ça au moins je sais que j'ai le filament blanc dessus. Après, il faut bien prendre en compte que sur la dual extrusion, sur une IDEX, il faut bien vérifier que votre extrudeur 1 et extrudeur 2 soient réglés exactement pareil si vous utilisez le même filament et la même qualité que vous voulez. Hein. Si jamais vous voulez plus de remplissage sur le deuxième, vous pouvez le modifier. Par exemple, si c'est un objet qu'il y a besoin d'autre chose. Si par exemple dans le deuxième vous mettez du filament soluble ou autre chose, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes réglages. Voilà. Après, moi, la fusée de Tintin, je l'avais fait en 180%. Si vous voulez la même taille que moi, elle fait 54 cm de haut. Du coup, j'avais mis 180%. Du coup, j'ai fait ça et j'ai fait le pied après de l'autre côté. Voilà. Donc, du coup, là, on est prêt à utiliser un fichier en dual extrusion. Voilà. Voilà, donc petite conclusion sur la Tenlog. J'espère que cette petite vidéo conclusion, enfin cette petite vidéo partie 2 vous aura appris plein mal de choses sur la machine à savoir, hein. N'oubliez pas, hein, de bien contrôler votre plateau, de desserrer les 4 vis, de le remettre d'aplomb, bien faire le calibrage des extrudeurs. Alors si jamais vous voulez une vidéo plus poussée sur le calibrage, j'en referai peut-être une, je pense, parce que sinon elle va durer 10 ans la vidéo là. Mais franchement, le calibrage, il n'est pas compliqué à faire, c'est vraiment des mesures à faire. Utilisez bien le petit fichier que je vais vous mettre dans la description, hein, le petit triangle là. Franchement, ça m'a bien servi. Moi, au final, j'ai modélisé ça et au final, ça m'a bien servi à positionner mes coins. Ça a été super utile. Après, la Tenlog en elle-même, si je devais lui donner une note sur 5, c'est pas compliqué. Je pense que ça serait 5 sur 5, hein. Franchement, elle n'a pas de problème. Moi, pour moi, elle fonctionne nickel, hein. Franchement, vous avez vu tout ce que j'ai imprimé avec. Et je m'en sers tous les jours, hein. Il y a encore pas mal de choses à faire. Là, j'ai des grosses pièces à imprimer. Là. Il y en a pour je sais plus combien d'heures. J'ai encore un gros bloc à faire pour R2D2, pour la pièce centrale. J'ai les épaules à refaire pour diverses pièces que je modélise différemment. En fait, j'ai des trucs à refaire. Enfin, R2D2 va pas tarder à rouler. Mais du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ce que je fais, c'est que je termine le premier R2D2, enfin je termine le premier, tout ce qui est parti et tout ça, et je vais faire en fait tout depuis le début, ou faire des vidéos après des épisodes en vous présentant R2D2 depuis le départ, avec tout ce que j'ai modélisé et tout ça, quoi. Pour vous expliquer épisode par épisode comment le monter étape par étape. Il y a des fichiers que je vais partager du coup, et en fait je suis en train de refaire des choses pour permettre d'avoir mon propre fichier open source. Parce que le core et le dôme pour l'instant c'est pas mes fichiers à moi, et je suis en train de créer mes fichiers pour pouvoir le partager avec vous. Parce que les fichiers que j'ai utilisés, ce sont des fichiers payants, et moi j'ai envie de créer mon propre design à moi, comme ça je pourrais vous le partager comme j'en aurais envie, sans atteindre des droits d'auteur ni quoi que ce soit. Ce sera mon truc à moi. Voilà. Donc ensuite,
La Tenlog TLD3 Pro, bah, franchement, merci Franck, hein. J'espère que la vidéo t'aura plu et te servira aussi à toi, si jamais ça peut servir, à tes abonnés, et enfin, à tes abonnés, tes clients, je veux dire, tes futurs clients, hein, sur la Tenlog. Franchement, si vous voulez vous offrir une imprimante 3D pour Noël et que vous avez le budget pour la Tenlog, vous avez le code promotion, enfin le code promo. Oui, si vous avez un code promo que je vous ai mis dans la description, hein, dans la première partie, il est utile, hein. Franchement, vous pouvez vous en servir jusqu'au mois de février, je crois qu'il m'a dit, Franck. Ça vous permet d'avoir une petite réduction sur la Tenlog TLD3 Pro en version TMC 2208. Ça vous permet d'avoir une petite réduction qui n'est pas négligeable. Après, certains vont me dire, ouais, mais elle est plus chère que sur les sites chinois, mais là, vous n'avez pas de frais de douane, vous n'avez pas de frais de port, hein, c'est TTC en plus, enfin, la machine, elle est vérifiée. Franck fait enfin, comment dire, un petit check-up, hein, sur la machine, elle est contrôlée et tout ça, enfin, il vérifie pas mal de choses que j'avais mentionné dans la partie 1. Il y a les anti-backlash qui sont fournis, il vous fournit en plus de la plaque, là, il vous fournit un miroir, si je me souviens bien. Enfin, il y a pas mal de petites choses qui sont différentes, hein. Au moins, vous avez un contact français, contrairement à Tenlog qui répond une fois sur quatre quand on leur parle. Après, ils sont là, hein, ils sont vivants, les gars, mais je veux dire, c'est pas comme Franck, au moins vous avez quelqu'un derrière, vous pouvez le joindre au téléphone, hein, Studio Lab 39, franchement, vous pouvez y aller, les gars. Franchement, vous pouvez y aller, super pro, c'est quelqu'un de vraiment très ouvert, c'est, voilà, il est là, quoi, il est là. Après, il y a des forums, il y a des groupes, hein, sur Tatenlog, il y a les imprimantes 3D.fr, il y a pas mal de gens qui discutent dessus, mais franchement, enfin, ça m'a permis de faire des choses que j'attendais de faire depuis longtemps. La fusée de Tintin, ça fait un petit moment que je voulais m'en faire une en dual color, et là, franchement, je suis content. Je me serais pas amusé à la faire avec une imprimante mix, hein, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que j'aurais pas eu envie d'avoir un bloc de purge de la hauteur de la bécane pour foutre du filament en l'air. Parce que là, la fusée fait déjà presque 400 grammes. Imaginez un bloc de purge de 300 ou 400 grammes qui part à la poubelle. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Déjà que du filament, comment dire, du filament soluble, hein, ça part à la poubelle. Quand on voit le prix d'une bobine de filament soluble, 30 balles qui partent à la poubelle, c'est pour ça que je préfère faire attention, hein, quand je génère des supports. Après, les supports, bah, de toute façon, même quand on en fait sur UPLA, bah, ils partent à la poubelle. Ça, c'est comme ça, quoi. Voilà. Donc, la Tenlog TL3 Pro, hein, franchement, conclusion 5 sur 5. Si vous voulez vous offrir une imprimante pour Noël en 30 par 30, vous avez le budget pour du IDEX, franchement les gars, foncez. Il n'y a pas de concurrente, hein, il y a la enfin JG Maker, je sais pas quoi là, qui est en face, mais franchement, pour moi, elle n'a pas de concurrente. Il y en a, ils vont me dire, il y a la Hictop D3, un truc comme ça, c'est elle. En fait, la Hictop, c'est Tenlog qui a changé le nom de l'autre côté pour la vendre sous un autre nom, quoi. Mais c'est exactement la même, hein, vous cherchez pas, c'est la Tenlog, hein, c'est la TLD3 Pro, c'est exactement la même. Voilà. Donc, franchement, voilà, donc ben, je vais vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année pour ceux que je reverrai pas, hein, enfin pour vous quoi, si je vous revois pas, mais moi il y a d'autres vidéos qui vont arriver là, hein. J'ai la prévente résine à vous faire, j'ai la D12 partie 2 à terminer, même si bon la D12 c'est rien d'impressionnant pour moi, franchement enfin je vais quand même le faire, mais comme je vous disais, franchement cette machine là, pour moi elle n'a pas de concurrente, franchement vous pouvez y aller, franchement vous pouvez y aller. Après bon, pour ceux qui veulent quelques petites news de ma vie perso, comme je vous disais, après sur Instagram je parle un petit peu avec des gens en privé, hein, sur les messages. Il y a des personnes qui m'ont fait quelques dons, là, j'ai eu des dons pas que financiers, on m'a envoyé du matériel, j'ai des trucs qui vont arriver encore dans pas longtemps là. Si jamais vous voulez une adresse, je peux vous donner un mondial relais, hein, pour envoyer des colis. J'ai pas envie de donner mon adresse perso, parce que bon, ma vie perso, bah voilà, ça regarde personne. Même si bon, mon couple il bat le lait, là, de toute façon c'est terminé, de toute façon c'est terminé pour ça. Ma fille va partir malheureusement. C'est la merde. C'est la merde, la vie perso, c'est de la merde. C'est pas grave, il y a ma santé qui bat un peu de l'aile aussi, hein, avec ma tumeur qui me fait chier. Enfin, franchement, à maintes reprises, là, j'ai eu l'idée en tête de stopper la chaîne YouTube, de tout envoyer en l'air et puis d'arrêter, quoi, totalement, quoi, de plus me prendre la tête avec tout ça. Puis au final, j'ai regardé tout ça, je me suis dit, putain, merde, c'est ma passion, ça me plaît. Puis voilà, je vais me consacrer à ma passion, je vais vivre pour moi, puis voilà, bah, tant pis, hein, je vais vivre tout seul. Je serai tout seul, je reste là, moi tout seul. Puis voilà, je ferai des vidéos plus souvent, du coup, ça sera plus intéressant, ça me permettra de faire plus de vidéos. Mais voilà, quoi, on bâtit des trucs dans la vie, puis des fois, bah, ça se pète la gueule. Ça se pète la gueule. Il y en a qui seront contents, je pense, dans les commentaires, des haters, hein, qui vont se dire c'est bien fait pour ta gueule et tout ça. Il y a ceux aussi qui me disent, voilà, tu fais enfin, tu parles de trucs que tu vas faire, puis tu les fais pas. Ah si, ça arrive, mais c'est juste que voilà, je suis pas tout le temps devant, et puis voilà, quoi. RD2, je vais vous le présenter, BB8, il est derrière, là, pareil, il attend, et il a des trucs à vous présenter, c'est pas mal de choses qui vont arriver. Mais comme vous le savez, bah, quand on a une vie perso, bah, on peut pas tout faire ce qu'on veut, hein. Il y a des trucs qui peuvent pas arriver. Donc voilà.
Donc ceux qui sont intéressés par me connaître un peu plus, hein, si vous voulez m'écrire, j'ai mon adresse mail, j'ai tout mis hein, sur Instagram, vous pouvez me contacter hein, si vous voulez. Neoprod-FX. Vous pouvez voir tout ce que je fais également, hein. Je publie vachement de choses sur Instagram. Il y a une autre machine qui va pas tarder à arriver là, c'est la petite sœur de la Sidewinder X1, c'est la Genius qui va arriver. Ah, aussi, il y a une chose que je voulais vous dire sur ceux qui veulent regarder, enfin qui regardent la vidéo, j'avais parlé de la consommation de la X1. Il y en a plein qui m'ont envoyé chier en disant que j'avais dit de la merde et tout ça, comme quoi je parlais, que je connaissais que dalle en électronique. Les gars, j'ai un BTS génie électronique, vous n'allez pas m'apprendre mon boulot. Quand je disais que la X1 consommait énormément, en fait, c'est que ma X1 avait un problème de plateau. En fait, il y avait une piste, il y avait tout le plateau qui avait un problème en fait et qui surconsommait, il balançait, enfin il tirait des ampères qui ne devait pas consommer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Sidewinder, enfin Artillery, la marque, pas Artillery France, hein, Artillery officiel, m'a envoyé un autre plateau sur la X1. Je l'ai changé. Et là, oui, là, ma X1 consomme plus. Et elle consomme même moins que la U20 du coup. Alors, du coup, comme je vous disais, donc du coup, ouais, ma X1, donc du coup, bah, elle consomme beaucoup moins. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont fait faire des tests de résistance du plateau. Moi, je l'avais fait moi-même, mais comme je connaissais pas la valeur d'origine du plateau de la X1, bah, du coup, bah, ils vont comparer avec le leur et ils ont dit, ah oui, il y a un problème. Effectivement, votre plateau a un problème. Et en fait, vous savez que j'avais changé comment dire, mon alimentation. Elle n'était pas utilisée avec, mais je pense que l'imprimante, elle a dû prendre une châtaigne, ou je sais pas ce qui s'est passé, enfin c'est pas de mon côté. Quand je l'ai reçu, l'alimentation s'y fait déjà, donc je pense qu'elle avait déjà dû être testée quelque part. Et ce que je pense, c'est que l'imprimante, que ce soit le plateau et l'alimentation, je pense que soit ils se sont pris un coup d'orage dans la gueule, ou je sais pas ce qui s'est passé, et vous vous souvenez que mon alimentation sifflait. Et du coup, bah, je pense que le plateau, on a pris un coup aussi dans le sifflet sur la X1. Et ce qui s'est passé, bah, du coup, bah, c'est que moi, j'avais un problème de consommation. Et en fait, je pense que mon plateau était en court-circuit. De toute façon, c'est déjà un court-circuit, puisque c'est une résistance qu'on fait chauffer. Et du coup, bah, en changeant le plateau, là, bah, du coup, ma consommation est redevenue normale. Et même l'onduleur, bah, du coup, maintenant, même le 600 watts l'accepte. On n'est plus à un pic aussi élevé. Donc pour ceux qui n'étaient pas contents et que m'ont critiqué depuis le départ, quand vous savez pas, bah, vous fermez votre gueule. Je suis clair et net, c'est comme ça. Quand vous êtes là à avancer des trucs et que vous n'avez pas vérifié vous-même, enfin, vous n'êtes pas chez moi pour savoir ce que j'ai ressenti sur la bécane. Donc, du coup, avant de m'avancer, que je connais pas mon métier, que je sais pas ce que je parle, quand on me dit ouais, mais une résistance consomme plus sur telle machine et puis elle a besoin de plus d'énergie. Oui, mais quand la machine a un problème, bah voilà. Hein, et du coup, bah, je suis honnête avec vous. Je vous le dis peut-être dans cette vidéo-là et je vous refais une vidéo de toute façon sur la X1 pour vous mettre les choses au point. Pour tous ceux qui regarderont pas la vidéo ici. Voilà. Donc, petit aparté sur la X1 terminé. Donc, du coup, je vais avoir la Genius. Hein. Parce que la X1, j'en suis content. Hein. Depuis qu'il y a le nouveau plateau, maintenant ça marche très bien. Bon, après, à choisir entre elle et la X1, bah, je choisis elle parce que je m'en sers plus souvent. Et puis, le mode clone me fait gagner du temps. Donc, voilà. Mais franchement, la X1 est quand même une bonne bécane après. Faut pas non plus dire ce qui est pas. Après, la U20 One aussi était une bonne bécane. Moi, elle est bruyante et tout ça. Après, j'ai la U20 Mix qui est sur le côté là, que je vais vous présenter dans pas longtemps. Mais franchement, la U20 Mix, j'en suis pas très satisfait parce que j'ai eu des problèmes de qualité sur la machine quand je l'ai reçue. C'est un prototype hein, qui m'a envoyé. Ils m'ont envoyé une machine un peu merdique. Là. Donc, du coup, bah, Gearbest m'ont dit qu'ils allaient peut-être m'en envoyer une version finale, pas un prototype sorti d'usine. Donc voilà. Donc, bah, je vais remercier toutes les personnes qui me suivent. Hein, merci à vous. Franchement, on a franchi les 7000 abonnés dans pas longtemps, je crois. Là, on est à 6900 et des patates. Mais franchement, c'est une grosse aventure pour moi, je suis content. Et puis voilà, ça me permet de garder le moral au final, parce que c'est grâce à vous que j'ai le moral, parce qu'il y a des personnes qui me parlent en privé et qui me soutiennent. Donc du coup, ça fait super plaisir. Il y a le Kiss Kiss Bank Bank qui va bientôt être fini, là, dans 9 jours. On est monté à 400 euros sur ce que j'avais demandé. Il y en a beaucoup qui m'ont insulté en me disant bah, t'arrêtes de demander des sous, tu nous fais chier, et puis voilà. Bah après, s'il y en a qui sont pas contents, bah, vous savez, hein, la chaîne, vous cliquez en bas sur se désabonner et puis vous vous barrez. Hein. Moi, franchement, je fais ce qui me plaît, je fais ce que j'ai envie de faire. Mes vidéos durent peut-être longtemps, mais je les fais pour vous. Et puis voilà, si ça vous plaît, tant mieux. Donc voilà. Donc passez de joyeuses fêtes de fin d'année pour ceux qu'on se revoit pas. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances quand la vidéo va sortir. Puis à bientôt pour de prochaines aventures.